Mon Dieu. Où suis-je? Je suis sur ton lit. Où veux-tu être? Ça, c'est mon lit? Ton lit. Tu ne le reconnais pas? Non. Je ne l'avais jamais vu avant maintenant. Ne plaisante pas comme ça, Rosaura, si tôt le matin. Et toi? Qui es-tu? Rosaura, je suis Agostina, ta sœur Agostina. Ma sœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Au secours! Au secours! Par pitié, au secours! Qu'est-ce qui m'arrive? Emmenez-moi d'ici! Emmenez-moi! Qu'est-ce que c'est que ces discours, Rosaura? Où veux-tu aller? Pourquoi Au veux-tu t'en secours. aller? Au secours! Je ne t'ai jamais vu! Qui es-tu? Va-t'en d'ici, va-t'en! Je ne t'ai jamais vu! Tu me fais peur! Tu es un fantôme! Je n'ai jamais vu ses yeux, cette bouche, ses cheveux, ce visage qui me colle dessus. Va-t'en! Ne m'embrasse pas, ne me touche pas! Au secours, au secours! Tu me fais peur, Rosaura. Et qu'est-ce qui t'est arrivé cette nuit? Cette nuit? Mon Dieu! Mais hier, je n'étais pas ici, moi. Je n'ai jamais été ici, je ne reconnais rien de ce qui est ici. Hier soir, tu étais ici, dans cette maison, avec moi. Avec ton mari. Avec tes enfants. Mon mari, mes enfants. Je ne les ai jamais vus, je ne les connais pas. Rosaura, je te le dis en pleurant. Réveille-toi. Me réveiller? Mais c'est ça qui est un rêve. Il faut que je me rendorme. Eh, ne ferme pas les yeux maintenant. T'abandonne pas comme si tu étais morte dans ces draps. Ne deviens pas sourde et muette. C'est une journée comme les autres. Rosaura, toi maintenant, tu t'es réveillée comme toujours à 8h du matin. Personne ne t'a mis de l'éther sur le visage. Rouvre les yeux. Parle. Secoue-toi. Rosaura, ceci n'est ni un rêve, ni un évanouissement. Ce n'est qu'une manœuvre naïve pour ne pas parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu t'es réveillée, puis tu t'es rendormie aussitôt. Pendant ton bref réveil, tu as dit que tu ne reconnaissais rien. J'ai dit ça? Oui, et tu m'as même effrayée. Oh Dieu! Mais qu'est-ce qui m'a pris? Peut-être as-tu fait un de tes rêves habituels. Celui du faucon qui vole au-dessus de l'Espagne sur les parcelles jaunes et jaunes pâles des grands champs desséchés par l'été. Striées de longues routes brunes qui vont d'un village à l'autre. Chacune, dis-tu, en forme de vulve. Ou bien le rêve dans lequel un petit chat brun miaule, immobile devant la mer au fond de laquelle tu es ancré. Pour ensuite s'en aller le long des murailles d'un cimetière, au milieu des taudis. Non, non, je n'ai fait aucun de ces rêves. J'en ai fait un autre, nouveau, mais je ne m'en souviens plus. Rappelle-toi. Je ne peux pas. Où sont les enfants? À l'école, c'est la grève des trams. L'Espagne bouge. Et grand-père les a appelés plus tôt. La plume de Carmen était froissée. Hein? Et le tablier de Carlos n'avait pas de pointe. Je ne comprends pas de quoi tu es en train de parler. Et puis, je suis certaine que mon père n'a même pas regardé si leurs pieds étaient cirés. Il a l'habitude des siens qui ont les talons usés, les semelles qui baillent, ce sordide. Et il n'a sûrement pas vérifié si Carmencita avait changé ses yeux. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Eh, je le sais, moi, ce que je veux dire. Apporte-moi 2 draps bouillis, s'il te plaît, puisque tu es levé. Et veille à ne pas salir les œufs qui sortent de la lessive. Apporte-moi aussi un coussin amer et du café, mais molle. Rosaura. Qu'est-ce que tu as à crier comme ça? Combien de fois t'ai-je apporté ton petit déjeuner quand tu restais à ne rien faire? Veille à ce que le pain soit rouge. Rosaura. Bon, je le ferai moi-même si cela te dérange tellement de me faire ce plaisir. Le soleil est déjà haut, c'est une belle soirée, vaudrait mieux se lever. Quelle paresse quand même. S'il te plaît, tire au moins les tapis qu'entre un peu d'obscurité. Non, ouvre directement la télévision, c'est presque l'été. Rosaura. Je devrais appeler le médecin. Pourquoi ris-tu? Au lieu d'être triste, idiote, en cette chaude journée de février où ça me va si bien de papoter. Bah allons, aide-moi à filer le plateau que je me lève. Qu'est-ce que t'attends? J'affronte héroïquement la journée et tu me fais la gueule? Seigneur Dieu, protégez-nous. Cette pauvre femme ne sait plus choisir les mots dans une langue aussi noble et aussi lumineuse qui sait si bien distinguer les caballeros des damas.
Comment va ma pauvre Rosaura, docteur? Si vous voulez, elle est en train de guérir. Et elle en a encore pour combien de temps? Plus ou moins jusqu'au prochain printemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Seigneur, notre patiente était un vase à moitié vide, parce qu'elle n'était pas remplie du bien bourgeois. Une inadaptée. Quoi? On a un asile ou un séminaire d'études marxistes? Relisez Jacobson. Ce qui compte, c'est ce que la bourgeoisie veut éliminer. Les révolutionnaires. Donc pour se libérer de son passé récent, culture, art artisanat, culture des champs, plus l'église, j'imagine, la bourgeoisie a besoin contre elle-même d'enfants révolutionnaires? Oui, des enfants très sérieux, pleins du sens du devoir. Mais c'est par simple sport? Oui, le grand esprit de la bourgeoisie s'amuse. Il est resté le seul à savoir s'amuser. En risquant beaucoup apparemment. En risquant la vraie révolution. Et pourquoi, sans indiscrétion? Il y a eu une révolution dans les modes de production et de consommation, monsieur. Pour s'adapter à cette révolution, ce grand esprit ne pouvait plus se contenter de créer des opposants. Il avait donc besoin, de vrais révolutionnaires. Et quant à Rosaura? Laissez-la jouer encore un peu. Son aphasie est une excuse pour ne pas raconter ses rêves. Elle feint de ne pas distinguer le nom des choses, simplement parce qu'elles étaient trop moches. Vivre au milieu de ces choses, c'était comme vivre dans un camp. Et oui, je ne l'aime pas assez, cher docteur. Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez un peu amoureux de ma pauvre Rosaura, et que vous profitez de son état pour lui tâter les fesses. Bien sûr que je l'aime, parce que pour Rosaura, très saintement, de petits seins ont commencé à pousser à son fils Carlos, et à sa fille Carmencita par contre, c'est un petit pénis. Et à moi? Votre nom de Basilio ou de Marie est tabou dans le système linguistique de Rosaura. Vous m'y faites rentrer au plus vite, s'il vous plaît. Au plus tard, au printemps 68. Mettons en mai, si vraiment vous y tenez. J'y tiens. Ainsi, Rosaura, qui a trouvé le moyen de désobéir sans être désobéissante, recommencera à obéir sans être obéissante. Elle, qui écoute chanter des aigles sous le trottoir, entendra les hirondelles gazouiller sous la corniche, et la journée qui commence pour elle avec la nuit, commencera avec le soleil. Arrêtez, médecin de merde. Vous m'avez donc vraiment pris pour votre faire-valoir? Vous m'avez donc vraiment cru pouvoir faire un show devant un pigeon? Vous voyez comme vous êtes trompé. Guérissez ma femme et fermez-la. Cher médecin de merde, ne me cassez pas les couilles en dansant le ballet bretchien du Marxiste sa mère. Ce que vous faites gloire de savoir avec tant de vanité, moi, je me contente de le savoir simplement. Vous glapissez votre petite bourgeoisie, tandis que moi, en suivant mon destin, je la vis. Chère famille, nous voilà réunis pour fêter un événement. Permettez-moi de le dire, solennel. Une créature rentre dans le monde. Une fille prodigue revient chez son père. Mais tu n'es pas son père. Tais-toi. Que sais-tu des figures de rhétorique? Pour ta gouverne, je suis aussi son père, comme je suis aussi son fils. C'est vrai, Rosaura? Oui, Basilio. Mais revenons à nous. Aujourd'hui est un jour de fête familiale. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends dans la rue des cris, des bruits. Nous ne sommes pas dans la rue, ni sur cette place, chère belle-sœur. Nous sommes à l'intérieur de notre maison. Et c'est ici que nous célébrons notre fête. Toi, beau-père Sigismond, débouche le champagne. Il n'y a que dans un monde injuste qu'on peut rire et connaître la joie de vivre. À votre santé. À votre santé. Ah, Rosaura récupérée. Apporte la coupe, Carlos, et fais ce compliment à la maman. Merci d'être revenu dans le camp où nous sommes tous contraints de vivre en cherchant les libertés que nous pouvons. Il se passe des choses là dehors. À toi maintenant, Carmencita. Courage. Répète après moi ce compliment. Merci d'avoir de nouveau accepté les règles dans lesquelles tu as contre ta volonté éduqué ta fille. Elle continuera ta lutte de bourgeoise égarée.
À votre santé. Et il crie, c'est la chienlit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quant à moi, je sais une chose, Rosaura. Ce n'est pas l'existence qui est au service de l'histoire, mais au contraire l'histoire qui est au service de l'existence. Au moment où on y pense le moins, entraîné par un vieux courant inexorable, il y a un petit soleil. Ce petit soleil de printemps qui réchauffe les murs, où c'est le sable du fleuve qui, avec ses mauvaises herbes, emmène la campagne au beau milieu de la ville. Et quelqu'un, sans doute, fait la fête comme nous, dans une maison bien propre, lève son verre de vin dans cette lumière que mer rend si tristement claire. Eh bien, c'est dans ce moment-là que l'histoire s'accomplit. À présent, tu l'as compris. Hourra! Oh Dieu, tes coups de feu! Ce sont des coups de fusil! Ils tirent! Ils tuent! Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez! Faites-moi entrer, s'il vous plaît! Ils sont en train de défoncer la porte. Qu'est-ce qu'on fait, Basilio? Je vais ouvrir. Allons-nous-en. Merci. Merci de m'avoir ouvert. De m'avoir laissé entrer ici. Voici ma femme, Rosaura. Moi, je m'appelle Enrique. Enchanté. Enchantée. Excusez-moi d'être aussi peu présentable. Oh, pour moi, cela ne fait rien. Mais, vous deux, vous ne vous connaîtriez pas par hasard? Vous ne vous êtes regardé du regard de ceux qui se reconnaissent. Puis-je m'asseoir? Je ne tiens plus sur mes pieds. Assieds-toi, je t'en prie. Mais oui, sur le canapé de cuir, orgueil de notre maison bourgeoise. Bourgeois, je suis aussi. Alors, ceci est un donné pour un rendu. Vous vous moquez de moi? Je ne peux rien étorquer, monsieur. Je suis votre hôte. Mais vous pouvez parler. N'est-ce pas, Rosaura, que je ne suis pas fasciste? Effectivement, monsieur Enrique, mon mari n'est pas fasciste. La police m'a poursuivi jusqu'ici. Il tire. J'ai vu quelqu'un tomber. Barcelone, on n'est plus habitué aux grèves. C'était une manifestation d'étudiants. Il n'y a pas d'ouvriers avec vous? Non. Et pourquoi? Nous essaierons par la suite de les approcher. Ils veulent se faire courtiser. Nous sommes confrontés à eux, comme l'étaient les paysans en 1917. De la matière explosive. De la simple matière explosive. Et que voulez-vous? Tout. Nous refusons tous les pères. Tous? Je comprends qu'on puisse refuser un père propriétaire ou de profession libérale, mais un père éboueur ou maçon... C'est là aussi Marx l'avait prévu. Vivre, c'est contredire les prévisions. Vieux spiritualisme paternel. En outre, de nouveaux modes de production à l'échelle mondiale créent de nouveaux types d'hommes. Extrême dégénérescence du capitalisme. Oui, de nouveaux types de bourgeois et aussi de nouveaux types d'ouvriers. Si les impressions esthétiques ont un sens... Tu n'écoutes pas Rosaura? C'est un discours fait tout exprès pour toi. Rosaura? Rosaura? Elle dort. C'est la vieille histoire. Elle a senti le danger, et voilà que sont arrivés les deux compères des terres du Sud, le brun et le blond. Avec leurs petits flacons bleus, ils ont pris sur leur sein la petite fille endormie. Le sommeil ouvre sur d'autres mondes, en passant par un entre-monde. Ce qu'on laisse alors en route, dans un tel voyage d'un songe à l'autre, est un mystère. Peut-être rien justement. Bah, sans doute, l'as-tu touché toi, cher étudiant, là où tu ne devais pas la toucher, et elle, vulnérable à tout... Et Monsieur Henrique? Monsieur Henrique? Ça alors? Il s'est endormi lui aussi? Et comme il a plaisir à dormir, les voilà, l'un ici et l'autre, l'a abandonné au sommeil du juste. Et moi, je suis le seul à veiller, Marie cocufiée par le sommeil. Il y a quelque chose de sinistre dans leur complicité d'endormis. Ou bien s'agirait-il de l'éternelle victoire des innocents? C'est facile pour toi, l'étudiant, de donner des leçons de pureté, uniquement parce que tu existes. Voilà ta tête abandonnée sur le cuir, décoiffée et obstinée. Peu de pensées, peu de doutes, mais pleine d'erreurs, qui cependant sont la réalité nouvelle avec laquelle il est inutile de discuter et d'avoir raison. Voilà ta poitrine avec ce cœur qui en est resté aux sentiments les plus frustres et les plus simples, peu soignés, complètement négligés. Mais de cela aussi, à quoi bon discuter? Voilà ton ventre, unique réceptacle du premier bien de l'existence, auquel seules les vieilles institutions garantissent une forme indiciblement poignante d'éternité. Et voilà ton sexe, certainement âpre et chaud en cette grosse chaleur printanière de mai 68. Je me trompe? Mais il est en érection, ce me semble. Oui, l'érection juvénile dans le sommeil qui pousse avec autant d'indécence que d'innocence le tissu des pantalons. Et rien que pour cela, rendrait éternelle l'éphémère condition de fils. Bien.
Il faut vraiment que je me décide. Faire un simple numéro de téléphone, avertir la police que l'étudiant est ici? Non, le commandant de la phalange. C'est peut-être mieux. L'étudiant en question est un délinquant politique. Le porte-parole de Pasolini se présente à vous timidement. Ce n'est que la troisième fois qu'il le fait, et pourtant, en cet instant, il se sent sombrer au plus profond de la terre, tant sa voix stridente lui paraît résonner indésirable, étrangère. Toutefois, je ne peux pas me soustraire à la fonction qui m'a été assignée. Elle fait partie du texte. Revenons pour la dernière fois au rituel du théâtre, celui que la bourgeoisie demande et que l'auteur déteste. Dans ce cas-ci, c'est la même inspiration plutôt ambiguë, obscure et contradictoire que la première fois qui a poussé l'auteur à imaginer la brève scène qui suit, comme si elle se déroulait à l'intérieur d'un document. Plus précisément, à l'intérieur d'une photographie représentant le dortoir d'un camp. La pathétique reconstitution scénique ne comporte aucune nostalgie pour le vieux théâtre, mais utilise le vieux théâtre mélangé à la photographie comme un élément expressif au sens incertain. Toutefois, l'auteur vous prie de devenir pendant quelques minutes des spectateurs à l'ancienne et de jouir ce qui a été fait pour votre jouissance. Ici dans le camp, tout est à sa place. Nous ne pouvons sûrement pas ne pas reconnaître le mérite de savoir apprêter comme il le faut les lieux où germe la révolte contre nous. Mais là, Inos, Lucos! Dites, Seigneur. Nous sommes à vos ordres, Basilius, car toujours, todo como la mendaste queda effectuado. Comme toujours, à la fin du cycle, on a le code. Les choses désormais sont simples. Le pouvoir qui s'est toujours recréé égal à lui-même s'est recréé cette fois différent de lui. Les enfants qui naguère encore jouaient dans les rues ont aujourd'hui 20 ans. Et moi, le père, je me suis servi d'eux pour me libérer de mes dernières formes antiques. Je leur ai enseigné la langue de la révolte et de la révolution. J'ai beaucoup risqué. Courage, Melainos, courage, Lucos. Allez réveiller cette créature inquiète, la seule qui puisse troubler ma conscience. Néanmoins, éveillez-la avec délicatesse, de peur qu'un réveil trop brusque ne dissipe son rêve. Le moment est venu où elle doit s'en souvenir. Savoir où elle était avant d'être ici. Confronter une réalité morte avec une réalité vivante. D'ailleurs, mes petits policiers, c'est la dernière fois que je vous donne cette charge. Dorénavant, il n'y aura plus d'autre lieu où se réveiller. Basilio! Basilio! Qu'y a-t-il, ma chérie? Parle! Qu'est-ce que tu regardes fixement devant toi? Basilio, cette fois... Cette fois quoi? Tu as l'œil heureux, le visage rougissant de bonheur. Oui, je suis heureuse, Basilio, heureuse. Cette fois, je me rappelle mon rêve. Mais ce n'est pas tant pour cela que je suis heureuse que pour ce que le rêve m'a dit. Raconte-le. Ma vraie vie ne se déroule pas dans un château, ni dans une tour, ni dans un bordel, ni dans une maison petite bourgeoise. Ma vraie vie se déroule, en réalité, dans un camp, par un froid ténébreux. Dans la grande pièce où je suis enfermée, entre un peu de soleil, réfléchi par la neige. À l'extérieur, des chiens aboient. Les SS écoutent les phonographes. Sur les lits superposés, alignés, les damnés sont étendus, blancs comme du plâtre, sous les couvertures grises de poussière gelée. Ils ont les bras au dehors, abandonnés, leurs maigres bras desséchés. Ils ne peuvent pas soulever leurs crânes lourds et décharnés. Et ils regardent, comme des chiens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent bouger. Ils regardent tous vers un point, où apparaîtra peut-être, libre et fort, celui qui peut les regarder. Peut-être doivent-ils se préparer à l'accueillir, et dans leurs orbites, où leurs yeux sont perdus, entre les rangées de dents saillantes, quelque chose d'indicible flotte, un sourire. Moi aussi, je suis là. Un squelette blanc presque sans plus de cheveux sur la couche. J'ai les jambes découvertes, menues comme celles d'un fœtus. Elles ne sont grosses qu'au nœud des os des genoux.
Je tiens ma joue sans chair contre la toile du traversin, où déjà m'ont précédé tant de morts. Je tiens, serré comme un trésor, le peu d'objets qui m'appartiennent, quelques chiffons, une photographie. Et moi aussi, les os blancs de mon crâne, je souris. Nous ne sommes plus des hommes, nous n'avons même plus la vie bizarre des animaux. Nous sommes des choses dont seuls les autres peuvent disposer. Nous devons inspirer le dégoût pour pouvoir être utilisés au mieux par qui le veut. Il faudra être vif et brave quand on marchera dans la file, nu entre les barbelés, vers le bâtiment où est installé le four crématoire. Il faudra entrer en ordre, éviter les entassements. Il faudra se montrer agile et diligent pour autant que nos petits corps torturés y consentent. C'est l'heure où on attend. Et comme n'importe quel jour, le soleil éclaire un peu notre grande salle. Tout un après-midi et toute une nuit à vivre. C'est beaucoup, et nous nous préparons à en jouir, sans parler entre nous, parce que notre véritable interlocuteur, c'est le maître qui a décidé notre mort. Et chacun d'entre nous est sûr d'en être le favori. Ensuite, peu après, d'un village lointain les cloches sonnent. Puis le silence revient. Du soleil subsiste une dernière trace, perdue sur les murs rouillés. Étrangement, le silence se prolonge, alors que vers 7 heures, d'habitude les soldats entament leur cœur innocent. Il se prolonge. Une demi-heure, 1 heure, ce silence. Puis alors que la dernière trace de lumière ne s'est pas encore dissipée, voici qu'on entend un chant. Mais c'est un chant différent, ce n'est pas celui des tueurs, celui des anges des maîtres. C'est un chant entendu dans l'enfance, quand on était libre et qu'il y avait des drapeaux rouges sur les mairies. Ce chant approche. Il est de plus en plus distinct. C'est un grand nombre de personnes qui le chantent. Il ressemble à une marée qui avance et peu à peu envahit le camp. Le voilà, il retentit sous les murs de notre hangar. Voilà, enfoncés, les portes s'ouvrent et en chantant entre les ouvriers. Ils ont, serrés dans leurs mains, des drapeaux rouges avec la faucille et le marteau. Des mitraillettes au poing, ils ont des foulards rouges noués autour du cou, sur les cols noirs de leurs sarraux. Ils apportent des vêtements, des manteaux, de la nourriture. Voilà qu'ils viennent tous près de nous. Nous prennent dans leurs bras. Embrassent nos visages sans chair. Nos chairs putréfiées. Ils nous relèvent. Ils nous soutiennent. Comme des frères, nous donnent les vêtements. Nous aident à nous habiller. Nous offrent la nourriture à manger. Nous versent du vin dans des gourdes. Ils boivent avec nous en trinquant. Et si les larmes nous viennent aux yeux? Ils pleurent, eux aussi avec nous. De joie. Vous êtes libres. Nous répète-t-il comme si nous n'étions plus en état de comprendre ces mots. Vous êtes libres. Un très beau rêve, Rosaura, vraiment un très beau rêve. Mais je pense, et c'est mon devoir de le dire, que justement, c'est à ce moment-là que commence la vraie tragédie. Parce que de tous les rêves que tu as faits ou que tu feras, on peut dire qu'ils auraient pu être aussi la réalité. Mais quant à celui des ouvriers, il n'y a pas de doute, ils ne viendront pas. C'est un rêve, rien d'autre qu'un rêve. Vous avez écouté le 3e acte de Calderon de Pier Paolo Pasolini, interprété par la troupe de l'atelier théâtre italien en langue française La Mascaretta, UFR d'études italiennes, Sorbonne Université. Traduction Michel Fabien. Adaptation, direction artistique et mise en scène Stéphane Miglierina. Assisté de Lucie Comparini. Musique originale Mattia Pastore. Montage Tristan Rollo. Avec Gauthier Basset, Audrey Cadieux, Martina Caruso, Bastien Corbellini, Madi Delfieux, Noélie Dujani, Inès Guerrero, Anaël Kersulek, Lina Lashgar-Jamé, Juliette Libert, Sarah Morer, Diana Moine Morassa, Clara Pasquier,
Tristan Rollo. Anna Cafas. Marine Sportiello. Malwanga Déborah. Bonga Sarah. Avec le soutien d'Olivier Jacquet, du service culturel de Sorbonne Université et de l'association Sorbonne Idea.